Bienvenue dans le 3e épisode de L'Ombre d'un goût, le podcast qui parle cinéma, musique et littérature. Le concept est simple, l'invité choisit un film, un album et un livre qui sont importants pour lui. Le twist est que je ne sais pas de quoi on va parler lorsque la conversation commence. Aujourd'hui, je reçois un musicien qui s'appelle Anton Jefferson. Musicien talentueux, Antoine a commencé par la guitare pour ensuite développer de multiples compétences dans le domaine de la musique. J'ai eu la chance et le plaisir de jouer avec lui pendant quelques années et j'ai beaucoup appris grâce à lui, même si la leçon numéro 1 fut que je ne serai jamais un grand guitariste. Avant de lancer l'épisode, je tiens à saluer et remercier Colsaro qui a commenté sur Apple Podcast. L'hôte est agréable à écouter et il m'a mis 5 étoiles. Merci Colsaro, ça fait plaisir. C'est nouveau pour moi le fait de parler dans un micro, mais je m'entraîne. Comme Colsaro, n'hésitez pas à liker, commenter sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup. Et maintenant, place à Anton Jefferson. Enjoy! Vite fait avant, du coup, je tiens quand même à te présenter à nos auditeurs. Donc, ton nom d'artiste est Anton Jefferson. Ouais. Donc, tu es musicien, producteur, arrangeur, guitariste de scène, de studio, de session depuis maintenant longtemps. Depuis 12 ans. Ouais. Tu peux nous donner un petit peu de background sur ton parcours, à quel âge tu as commencé, est-ce que d'où tu viens, quelles sont tes influences et tout ça? J'ai commencé très jeune. tu sais un peu comment ça se passe, mais je fais partie de ces gens qui ont eu un instrument de musique très tôt dans les mains. Et ça a été assez naturel, et du coup, le plus dur, ça a été de le lâcher, et en fait, c'est jamais vraiment arrivé. Donc j'ai une guitare dans les mains depuis presque 6 ans. Depuis l'âge de 6 ans, ouais. Ça, ouais. Ouais. Et puis je suis passé par plein d'étapes, mais le truc qui a un peu tout changé, c'est une VHS de Derby Rock de AC/DC. Nice. Qui m'a un petit peu suivi jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'est quand même une des influences majeures dans ce que je fais encore aujourd'hui. Et c'est un truc qui m'a Donc c'était une VHS d'un live de la CDC à l'époque du chanteur original, ça? Ouais, enregistré à Paris. À Paris en plus, ouais. En 79. Et ça, c'était révolutionnaire, ouais. C'était vraiment marquant. Super film d'ailleurs, je le recommande. C'est pas le film que j'avais choisi. Je l'ai vu plusieurs fois avec toi et c'est vrai que c'est une des meilleures performances de rock'n'roll, toute époque confondue. C'est choquant. C'est le mot, c'est choquant. Ouais. Et du coup, je m'en suis jamais vraiment remis, mais j'ai fait plein de trucs après, parce que la guitare, ça m'a pris beaucoup de temps, mais je suis passé derrière la basse, derrière la batterie aussi pendant quelques années. Ne serait-ce que pour apprendre à gérer un petit peu l'instrument et pouvoir en parler ou communiquer avec les musiciens. Et puis il y a presque 8 ans maintenant, je suis passé derrière la console. Après avoir assisté à un ingé son pendant des années, assisté à des séances et enregistré des groupes, je me suis retrouvé à faire moi-même des sessions d'enregistrement avec des groupes et d'autres projets. Et j'en fais un métier aujourd'hui. Ouais. Top. Même si c'est un petit peu compliqué avec tout ce qui se passe, le Covid et tout. Oui, on sait que le contexte avec la pandémie, oui, c'est pas évident pour ces métiers-là, les métiers de la création. Mais bon, en tout cas, directement impacté. Bien sûr. Mais j'avais oublié que tu avais été batteur, c'est vrai, avec, comment elle s'appelle J'ai joué dans Lightlicks avec Marie. Ouais. Et puis j'ai fait de la batterie pas mal en studio aussi pour moi, pour apprendre à jouer, pour faire mes prods. D'ailleurs, le prochain EP que je te ferai écouter bientôt, c'est moi à la batterie du coup. Top. Donc ça, c'est cool. C'est toi qui as fait les pistes pour le... C'est toi qui joues quand même. Là, pour le coup, je joue tout, ouais. La tradition des Paul McCartney, Lenny Kravitz et tous ces mecs-là qui font tout seul. Producteur un peu, ouais. Et à la fois, c'est cool parce que ça a des avantages et à la fois, il y a des inconvénients aussi, comme dans tout. Tous les modes opératoires. Mais non, j'aime bien faire ça, avoir une vision globale du projet. Ouais. Et... Oui, comme ça, mais après, c'est un peu comme si, quand tu es en studio avec d'autres musiciens pour leur projet à eux, tu comprends leur expérience. Si tu parles à un batteur, si tu parles à un claviériste, si tu parles à... Exactement, on a le même langage, quoi. Où on tu sais quelles sont peut-être leurs angoisses ou leurs questions ou leur façon de... Ou les incompréhensions par moment. Les incompréhensions. Arriver à faire quelque chose physiquement, l'expliquer, ça peut prendre du temps, alors que le jouer ou le montrer... Oui, toi aussi, oui. Tu peux, si tu as une idée, tu peux directement... Je peux dire au mec... voilà ce que j'ai en tête. Mais tu continues à jouer de la guitare, quoi, quand même. Mais mon instrument principal est toujours la guitare, et même en tant que musicien de studio ou de scène, on m'appelle que pour la guitare quasiment. Ouais. Et tu continues à apprendre la guitare? C'est-à-dire, je sais pas moi... travailler des nouvelles gammes ou je sais pas comment... Non, j'ai fait un truc qu'un mec m'avait dit quand j'étais vraiment très jeune. Il m'avait dit, tu verras, il faut une dizaine d'années pour apprendre l'instrument, une dizaine d'années pour le désapprendre, et après tu commences à jouer. Ton style, quoi. Ouais. Et effectivement, j'ai senti ce changement il y a quelques années, après 20 ans de pratique de l'instrument quotidienne, arriver à faire quelque chose qu'on pourrait, alors pas vraiment appeler personnel, parce que je joue dans la tradition
T'as un Oui, style oui. de musique qui est très, très... T'as pas révolutionné la guitare, mais Non, tu qui est t'inscris ancré. une tradition. Hein. Mais j'arrive à exprimer des choses qui me sont à moi un petit peu... Enfin, qui sont un petit peu plus personnelles que... Parce que c'est vrai que ouais, c'est ouf quand je réalise maintenant, je l'avais jamais verbalisé, mais ça va faire presque 30 ans que tu joues de la guitare. Quoi. Ça va faire... Ça fait longtemps. Ouais, t'as quel âge? T'as 32 ans? 32 là, ouais. Ouais, t'as commencé à 6 ans, donc Ça fait, 26 ans que tu joues de la guitare. ça fait long. Ouais. Ouais. Mais je suis content parce que ça s'entend un petit peu, je Ah crois. bah Tu oui, vois. tu sais, oui, oui, Et du coup, quand on me dit ouais, c'est dur ou t'es doué, je dis non, enfin, c'est pas forcément que ça dans l'absolu. Je pense C'est qu'il faut. c'est ça, c'est toujours le même débat. Souvent, les gens, même quand ils parlent de Jimi Hendrix en disant que c'est le meilleur guitariste de tous les temps, certainement, ils disent c'est un génie. Moi, ça m'agace quand on dit génie parce que ça sous-entend qu'il n'a pas vraiment eu d'effort à faire. Qu'il a pas bossé vraiment, Ouais. alors que Alors c'est que pas lui ou Angus Young, ou tous ces gars-là qu'on admire, au final, ils ont passé des heures et des heures et des milliers d'heures sur leur guitare. des années sur leur Et alors, instrument. ils avaient certainement un Ouais. talent au départ, effectivement, hein, c'est pas évidemment. Mais c'est connu que Eric Clapton, il a passé toute son adolescence dans sa chambre À jouer. à jouer obsessionnellement le Ouais, blues. ouais. Enfin, il n'y a pas d'exemple de mec qui s'est levé un matin et savait jouer comme un dieu, ça n'existe pas. Quoi. Non, pas vraiment. Et, Il y a des surdoués, on en voit sur bien sûr. YouTube de temps en temps, des mecs qui apprennent le piano Bien sûr. en une semaine, mais bon. Mais la notion d'effort et de travail, elle est obligatoire, surtout dans la musique. Moi, Ouais. bah, toi, tu connais mon parcours. Moi, j'ai fait la guitare de manière amateur pendant longtemps et j'ai vite compris que c'était. Si tu voulais vraiment maîtriser cet instrument, et je pense que ça vaut pour n'importe lequel, Ah ouais, ouais. c'est un effort continu sur des années et des années. Quoi. Et, Ouais, c'est une régularité, puis c'est régularité. une habitude. Ouais, Ouais, mais c'est vrai qu'il faut pas se décourager. au Parce que début. ça, Hein. ça prend du temps quand même. Enfin, moi, je m'en rends compte. Et alors après, dans l'idée d'être un peu plus personnel, j'ai arrêté assez vite d'apprendre des choses aussi Hmm. pour cibler mon discours et puis, tu sais, peut-être être un peu spécialisé dans un truc et pas faire Ouais. un maximum de choses. J'étais pas trop porté là-dessus. J'ai rencontré plein de gens qui sont capables de s'exprimer dans plein d'univers différents et moi, c'est pas du tout mon cas. Je suis quand même très, très ciblé sur toutes les musiques rock, un petit peu indé, des formats assez spécifiques à ce genre-là, à ce style-là, et je pense que ça s'entend un petit peu dans ce que je fais. Ouais. Ok, top. Mais du coup, voilà, on peut, avec ce que tu dis là, comprendre que tu es quand même passionné de musique. On va y revenir, mais avant, du coup, on va parler un peu d'autre chose, parce que je sais que tu es curieux aussi, même si la musique reste ta passion première, le cinéma et la littérature, c'est des choses que tu aimes bien aussi. Tu es Ouais. peut-être moins passionné que moi. Ouais. Alors, je vais être transparent avec nos auditeurs, c'est mon frère avec qui je parle, donc c'est pour ça que je le connais bien. On a un autre frère qui est aussi passionné de cinéma, donc on parle beaucoup de cinéma ensemble. Et donc, l'idée, c'est que je t'avais demandé aussi de réfléchir Ouais. à un film. Mais du coup, ouais, est-ce que tu peux me le faire deviner par un pitch? Et après, je vais voir si je trouve. Voir si, ouais. C'est dur, hein. Ça parle de quoi? C'est dur, c'est très dur. Ça parle, enfin, je pense que tu vas trouver parce que c'est quand même un classique du genre, mais ça parle d'un moment dans l'histoire du cinéma. Ok. Et on suit un comédien un petit peu particulier. Et, enfin, je peux pas en dire trop, mais Donc, on suit un comédien. C'est son métier, il est comédien. il est comédien, mais dans un domaine du cinéma qui est un petit peu particulier. Et puis c'est une période, ce film, il parle d'une période où ce terrain-là a évolué beaucoup. Et du coup, on suit cet acteur qui va passer par des phases de grands succès personnels et professionnels, et puis qui va se retrouver un petit peu au fond du trou. Euh, parce que le monde change, parce que la vie change, les époques aussi, et que voilà. Ah, merde. C'est un film français ou américain? C'est un film américain. Ok. Et, et c'est un film qui parle d'un sujet qui n'est pas vraiment pour les enfants. Voilà, c'est plutôt un truc pour adultes. Ok. Et il est comédien, ça se trouve. Et il est comédien, ouais. Jeune comédien, beau gosse. Voilà. Non, mais là, enfin, oui, je dois connaître, comme tu dis, mais je vois pas. Et dans le titre, il y a la nuit. Ok. Non, bah vas-y, dis-moi, parce que là, je vois pas. Ça s'appelle Boogie Night. Ah, Boogie Night, ouais, ok. Ah oui, avec Mark Wahlberg, Avec Mark il y a Wahlberg, beaucoup de ouais. monde d'ailleurs, tu me diras. Ouais. Et ça, Ah, c'est un yes, film yes. Ça fait longtemps que j'ai pas. Ah, cool. qui m'a marqué, qui m'a choqué aussi un peu, parce qu'il y a plein de trucs dedans, Yes. mais il m'a bien marqué dans le bon sens du terme. Vraiment, je trouve ce film génial, quoi. Les acteurs Je suis content que tu m'en parles parce que en fait, je l'ai vu il y a très longtemps et je l'ai jamais revu. Mm. Et il est dans ma liste parce que je regarde toujours des films nouveaux. Mais celui-là, il faut que je le refasse. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ouais. Julianne Moore, il y avait Burt Reynolds, ouais. Julianne Moore, ouais, il y a Mark Drew Barrymore, Wahlberg. je crois aussi. Louise Guzman, John Thierry, ouais, le casting, il est dingue. Le casting, il est fou et les acteurs sont incroyables.
Et c'est marrant parce que, si je me souviens bien, on passe d'une période musicale aussi différente. Au début du film, à la fin du film, on rentre dans l'ère du disco, on change complètement Ouais. d'esthétique et le Ouais, parce cinéma que évolue aussi. si je me souviens bien, c'est ça, c'est un mec qui va. C'est le parcours professionnel d'un mec dans l'industrie du porno Ouais, dans les années 70 en Californie, c'est ça, quoi. c'est ça. Et après, il va essayer de se reconvertir dans la. Le souvenir que j'ai dans ce film, c'est une scène qui est trop marrante. C'est quand il est en studio d'enregistrement, Mm. justement. Et il Ouais. essaie il chante une chanson. Ouais. Et je me rappelle la touch, ils ont réussi à recréer le début des années 80, tu vois, avec Ouais, les fringues, les coupes de cheveux. c'est ça. Et Puis tu vois, ouais, la décadence des années 80 qui arrive, la drogue aussi, hein, parce que ça change un Ouais. peu les relations entre les personnages à ce moment-là. Dans le film, c'est le bordel, vraiment. Et puis lui, en tant qu'acteur, il va toucher le fond à un moment. L'industrie du porno va devenir ce qu'elle est un peu plus aujourd'hui, hein, c'est-à-dire, c'est pas du cinéma vraiment, quoi. C'est non, plus c'est du l'industrie. cinéma. C'est l'industrie qui fait beaucoup d'argent, mais c'est pas une Mm. industrie. Alors que lui était comédien et se Ouais. veut comédien vraiment au sens propre du terme, je pense, au début du film. Et puis, alors, ça déchante Mais c'est le assez mot comédien rapidement. qui m'a perturbé parce que du coup, j'étais pas parti sur le porno, quoi. Tu vois, quand Ah tu oui, me disais, ouais, voilà, c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est un acteur quand même au départ, et lui, il le joue très bien, ce rôle Ouais. de... Mais Mark Wahlberg, c'est un bon acteur, hein. C'est juste, Mm. je suis pas toujours fan des choix qu'il fait comme film, tu vois. Ouais. Mais quand il est dans un bon projet avec un bon, et là, le réalisateur, c'est Paul Thomas Anderson. Il joue très bien, ce mec, hein. Dans Les Ouais. Infiltrés avec, Les Infiltrés, c'est avec, super. il joue super Ah, bien ouais, dedans. ouais. Il est dingue. Et ouais, et donc dans Boogie Night, il y avait Julianne Moore. Elle passe pas son temps sur des rollers. Ouais. C'est ça, hein. Elle est tout le temps sur des patins à roulettes. Ouais, putain, ouais. Ouais, ouais. Ah, c'est non, mais il l'envoie. Ouais, Et puis visuellement, il est magnifique, ce film. Ouais. il date de quand? Il date de 97, ouais, donc en plus, ouais. Mark Wahlberg était bien jeune, ouais, ils étaient tous jeunes, quoi. Mm. Ouais. Et tu l'as vu plusieurs fois, du coup? Je l'ai vu plusieurs fois, ouais, ouais, à l'époque. Et puis même pour la BO, pour l'esthétique, je trouvais ça génial. Pas moins pour le côté, effectivement, acteur raté ou qui tombe dans la prostitution après. Enfin, ça, c'est des parcours de vie. Mais je trouve le film Je pense que c'est vraiment... basé sur un vrai gars, hein, je crois. Ouais, ouais, c'est une Dirk histoire, Diggler, ça, hein, c'est. C'est une histoire vraie. Ouais. Ouais. Bah, je connais vraiment pas bien le monde du porno, hein, mais je crois que c'est comme n'importe quelle industrie créative de l'époque. Je crois que c'était un peu ravagé aussi par la coke, comme le Bah, cinéma voilà. traditionnel, quoi. Ouais. La cocaïne qui a fait son apparition dans les années 80 en Californie. Et ça Ouais. casse un peu tout autour. Et du coup, je regardais vite fait la filmographie de Paul Thomas Anderson, et c'est vrai que c'est un mec super intéressant parce qu'il a fait deux autres films que j'aime beaucoup, surtout un, Inherent Vice. Tu l'as vu, Inherent Vice? Non. Inherent Vice, c'est un film plus récent qui date de 2014, donc tu vois, beaucoup plus tard, avec Joaquin Phoenix. Ah ouais. Et il y Attends, a c'est pas le Owen film, Wilson, Joaquin Phoenix. c'est pas le film de Joaquin Phoenix sur Joaquin Phoenix? Non, ça c'était Ok, je confonds. I'm Not There, ou je sais plus quoi. Ah oui. Ouais, Ça, où il joue un c'était- rappeur là, où il fait genre il a Il arrêté change de de ci- carrière Ouais. complètement, il est complètement bourré tout le long. Bah, écoute, si Ouais. t'aimes beaucoup Boogie Night, je pense que Ouais. Inherent Vice, c'est un peu l'envers du décor de Boogie Night. Ça se passe pareil dans les années 70 en Californie. Ouais, Et en gros, c'est un détective privé qui va mener une enquête parce qu'il a une de ses anciennes petites amies qui a disparu. d'accord. Et il va mener une enquête dans la Californie des années 70. Et c'est difficile à expliquer parce qu'en fait, ça, c'est un prétexte, l'histoire. Ouais, Mais le film, ils sont tous ravagés par la drogue dans le film. C'est n'importe quoi. Ils sont tous défoncés du début à la fin. d'accord. Et du coup, c'est une espèce de trip dans la Californie de Ouais. l'époque. En plus, c'est très bien recréé. Et Ouais. c'est Joaquin Phoenix complètement défoncé qui va de rendez-vous en rendez-vous. Mais il y a une scène improbable. Et je te la raconte, je ne me souviens plus très bien, mais il arrive chez quelque part. Il rentre dans une maison pour poser une question parce qu'il enquête, tu vois. Il y a une meuf qui arrive. Et elle fait je voulais chercher, mais moi pendant ce temps-là, je vais vous sucer. Et elle se met à genoux, elle commence à le sucer, mais lui il se balade et elle continue à le sucer. Enfin, tu vois, et tu sais pas si c'est vrai ou pas, s'il est en train de le rêver ou pas, c'est que des trucs comme D'accord. ça. Et c'est n'importe quoi. Ok. Et c'est Joaquin Phoenix qui joue, comme toujours, super bien. Ouais. Et en fait, du coup, le film, tu sais pas vraiment si tout ce qui se passe dans le film est vraiment arrivé ou si c'est son cerveau qui est complètement Ah bah, ravagé on par me le. le dit pas, ouais. Tu sais pas, tu vois. Ouais, t'as un doute tout le long du film. Mais le film d'ailleurs est même pas vraiment préoccupé par le fait de savoir si l'histoire est vraie, c'est juste une espèce de trip, tu vois, un peu comme Ouais. Las Vegas Parano avec Johnny Depp, tu vois, où c'est 2 heures de, on sait ouais. pas trop ce qui est vrai ou pas. Ouais, ou le Big Lebowski, un peu. Big Lebowski, ouais, voilà. Ouais. Donc si t'aimes, c'est le même réalisateur, donc si t'aimes beaucoup Boogie Night, regarde celui-là, ouais. Ok. Et c'est aussi lui qui a fait Punch Drunk Love avec Adam Sandler. Ouais.
Tu l'as vu celui-là? Ouais, ouais. Ouais, c'est Ouais, ça c'était. le mec un peu mentalement troublé qui a des sœurs et tout là. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Ouais. Mais ouais, non, c'est Paul Thomas Anderson, c'est un réalisateur vraiment intéressant parce qu'il fait des films très différents les uns des autres, mais c'est toujours très. C'est pas vraiment un réalisateur commercial, quoi. Il fait vraiment des trucs. Non. Et d'ailleurs, Boogie Nights, c'est pas du tout commercial. Enfin, Non. et d'ailleurs, je le redis, c'est peut-être même pas très approprié pour le jeune public, mais c'est un film à voir quand même parce que esthétiquement, bah, après le propos, c'est encore autre chose, mais Oui, 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 non, mais c'est vrai que visuellement, c'est toujours balèze ces films, quoi. visuellement, c'est fou, musicalement aussi. Et c'est pas lui qui a fait. Je dis peut-être n'importe quoi. Est-ce que c'est lui qui a fait Magnolia? Ah oui. Ouais, ça, ouais. C'est Magnolia. Alors, ça aussi, c'était bien. Ouais, il a une sacrée film, en fait. Avec Tom Cruise. Avec Julianne Moore aussi, Philip Seymour Hoffman et tout. Ouais. Ouais. Non, non, c'est ouais, Paul Thomas Anderson, quoi. Et ouais, donc la musique t'a plu, les acteurs te plaisent. Ouais, je trouve ça super. Et qu'est-ce qui te touche dans le personnage de Mark Wahlberg? C'est le fait que ce soit un mec qui essaie d'avoir une carrière artistique et qui va dériver? C'est quoi qui te... mais c'est même pas tant qu'il va dériver, c'est que le monde autour de lui va évoluer à tel point que lui va plus pouvoir exercer correctement, entre guillemets, hein, parce que c'est pas un métier facile, mais il n'y a pas vraiment de règles au départ, c'est le début, hein, l'industrie découvre, les acteurs aussi, j'imagine, tu vois, et il se retrouve vraiment à faire des choses, bah, voilà, peut-être que des gens dans la vie se retrouvent à faire aussi dans des périodes où il faut changer parce que le monde change et évolue. Ouais, on n'a pas conscience, je pense, de l'impact que la cocaïne elle a eu sur Bah, tu le l'industrie à vois l'époque. bien dans le film quand Ouais. même, ça c'est bien marqué parce que c'est la fête au début, puis à la fin c'est plus du tout la fête. Il y a un acteur qui s'appelle Rob Lowe, je sais pas si tu vois qui c'est, qui Non. jouait dans... bon, c'est un acteur connu des années 80, qui joue pas mal dans les séries télé maintenant, et qui à l'époque était un peu... Il est arrivé dans la même génération que Tom Cruise, tu vois, il a fait ses premiers films, il jouait dans The Outsiders avec Tom Cruise, il avait Ouais. 18-20 ans. Et donc lui, toutes les années 80, il les a passés comme une espèce de jeune star de la télé, du cinéma, tu vois, il était l'idole des Américains, D'accord. un peu comme avec Tom Cruise et tous ces gars-là. Et il a un podcast à l'heure actuelle. Et il raconte maintenant, il dit que les gens n'ont pas conscience, mais à l'époque, n'importe quel rendez-vous que tu avais avec un producteur, ou même si tu allais sur un plateau de tournage, il y avait un mec qui était dédié à la gestion de la coke pour l'équipe. Mm. C'était complètement acté. C'est comme maintenant un bon verre de vin rouge pour quelqu'un où Ouais. il dit, tout le monde sniffait de la coke partout où tu allais. C'est C'était quand juste même comme ça, quoi. Ouais. Et il dit, et puis 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, on a commencé à avoir les premières. Ouais, ça Voilà. va très très vite. Hein, en Et plus, mais il dit hein. au début, non, c'était. On sniffait comme si. C'était genre une politesse. T'arrivais chez quelqu'un, bah, Ouais. t'avais les rails sur la table et. Je trouve ça. C'est fou. Aujourd'hui, c'est inconcevable. Mais, Ouais. ouais. Et il dit, quand j'arrivais sur un plateau de tournage, j'allais voir le producteur, je dis, il est où le Bob, enfin, le mec qui gère la coupe? Bah, c'est machin, là, tu peux aller le voir, et voilà, quoi. Et D'accord. tu te dis, ouais. Donc, et Boogie Nights, c'est un peu ça, si je me souviens bien. C'est que je crois qu'ils Ah, ils foncent oui, un oui. peu tête baissée dans toutes ces conneries. Ah, ouais, ça part assez loin. Mais ouais, c'est super. Top. Super film. Donc, Boogie Nights, mention première pour Boogie Nights. Et est-ce que, Ouais. rapidement, il y a d'autres films que tu as envie de mentionner qui, au fil des années, Bah, vers lesquels tu reviens, ou que tu aimes beaucoup, qui t'ont marqué un enfin, film un que ou j'aime deux beaucoup films. pour le plaisir, mais parce qu'on en parle là, c'est le Big Lebowski, parce que j'adore le trio Ah bah, avec John Goodman, Jeff Bridges Johnny et Steve Buscemi. ouais, c'est vraiment un super trio au cinéma que je trouve complètement absurde. Le personnage du Dude, il est un petit peu incroyable aussi, mais il a Ah ouais. influencé beaucoup de choses derrière. Ah bah, Ça Big Lebowski, dépasse, c'est une des plus grosses comédies de ces 25-30 dernières années en Ouais. termes d'influence, je pense. En termes Voilà, ça c'est dépasse devenu un peu culte. le cinéma, c'est devenu un peu culte et Bah, je me souviens, c'est super drôle comme film. la première fois que j'ai été à New York, je suis tombé par hasard, parce que je ne savais même pas que ça existait, mais il y a une boutique, un magasin qui est entièrement dédié à Big Lebowski, Ah, quoi. ouais. Et je suis rentré dedans et le mec il t'accueille avec c'est des répliques du film et tout tourne autour. C'est le thème de la boutique en entier, c'est The Big Lebowski, Ouais, quoi. putain, c'est Un incroyable. culte. Et je crois même qu'il y a une pseudo-religion maintenant, The Dudeism, tu sais, Ah, le oui, dude. ouais. Super. Je ne sais pas quels sont les préceptes de cette religion, mais Ouais, j'étais pas au courant. non, mais ouais, Big Lebowski c'est extraordinaire. Ouais. Pour le coup, je l'ai revu il n'y a pas longtemps et en plus, je trouve qu'il vieillit bien ce film. Il vieillit bien. Ouais, ça c'est un truc que je regarde régulièrement. C'est, Enfin, tu vois, déjà, visuellement, il est incroyable parce que c'est assez simple en fait. C'est un mec en robe de chambre Ouais. qui glande avec ses potes, qui joue du bowling et tout. voilà, il joue au bowling. un Mais peu. je sais pas si tu te rappelles, il y a quand même une scène où il est défoncé, il est drogué malgré lui, tu sais, quand il va chez Mm. le producteur là. Et il rêve, il passe sous les jambes des meufs au Ouais, truc de ouais. bowling, il vole dans les Ouais, il y a de airs. la mise en place. Il y a une Il- esthétique aussi quand même. qui est forte quoi. Et Ouais, puis les Russes qui le poursuivent tout le les long du film. Russes, ah ouais, c'est vrai. Enfin, C'est- les nihilistes là, je sais pas comment ils sont. Ouais, Ouais, ils sont complètement à côté. c'est un des meilleurs rôles de John Goodman aussi quand même, Ouais. qui est convaincu qu'il est un ancien du Vietnam. Ah ouais, alors que pas du tout. Un détail qui m'a toujours fait rire, je sais pas si tu te rappelles, mais
quand Steve Buscemi, c'est triste, mais il meurt, donc il se fait tuer Ouais. sur le parking du C'est bowling, vrai. là. Et il y a la caméra qui recule comme ça, on voit un plan large de toute la scène, et t'as John Goodman qui est à côté de lui, il bouge pas, les hélicoptères arrivent, et il se Ouais. croit au Vietnam. Il se croit au Vietnam, il est parti. Ah ouais, ouais. Ah non, c'est Ouais, c'est très, vrai, très, c'est un très bon plein de choix. Ouais. répliques cultes. Et puis lui, il est incroyable, le dude. Il a vraiment la Ouais. force tranquille, mais tu sens bien que c'est le loser fini. Ouais, ouais, ouais. Et, Ouais, c'est le loser, objectivement oui, parce que clairement il fait pas grand chose de sa vie. Mais en même temps, le film a une tendresse pour lui, tu vois, le film se moque ouais. pas de lui, quoi. Non, on se moque pas de lui. Au C'est- contraire, il en devient Il a du sympathique. caractère, comme de la preuve, quand l'autre on le pique son tapis, il est pas content, tu vois, donc Ouais, il va chez le vieux là. ouais. Il va Malgré chercher tout, son quand il tapis. réfléchit, ça modère. Hein. Un loser qui fait pas, dès qu'il a un problème, Ah, il se bouge un il se petit bouge peu. un petit peu. Ouais, Ah, un petit peu. c'est pas Toujours Tom avec un Cruise petit dans verre Mission à la Impossible, main. hein, mais voilà. Oui, voilà. Il a son White Russian à la main et Il est toujours en peignoir et en maillot de bain, mais bon, c'est tranquille, quoi. Big Lebowski, ouais, super. Et Ouais. un autre film, t'as les Et récemment, du coup, alors je vais peut-être. Yes. Il y a un film avec Joaquin Phoenix, du coup, parce qu'on en parle aussi. C'est le Joker, Ok. que j'ai trouvé incroyable. C'est vrai qu'on en a pas trop parlé, je savais même pas que tu l'avais vu. Ouais, je Et suis je curieux l'ai d'avoir ton vu. avis. Alors, même si c'est apparemment pas la version officielle de la vie du Joker avant, et il y a plusieurs versions d'effets. Moi, j'ai des amis qui sont très fans des Marvel, des comics, de Batman, et qui m'ont expliqué que c'était pas l'histoire originelle du Joker, en fait, dans le En film. fait, il n'y a pas d'histoire originelle du Joker, c'est ça qui est intéressant. Bah, moi, je me souviens du premier Batman où alors Oui, c'est oui. un bandit qui tombe dans une cuve, tu vois, et qui Non, mais se voilà, mais il y a transforme. plusieurs. En fait, c'est comme tous les comics, il est apparu dans un. À la base, il n'est pas apparu dans les films, hein, il est apparu Ouais. dans les BD. Mais les Michael Keaton, par exemple, l'idée que ce soit lui qui tue les parents de Batman, ça n'existe pas dans le comic. Ouais. C'est dans le film. C'est dans le film, ouais. Mm. Ouais. Donc après, le film dont tu parles, il lui donne toute une backstory avec la maladie mentale et tout ça. La relation avec sa mère et Mhm. tout, et je l'ai trouvé mais, incroyable. Et la dernière scène où il est sur le plateau télé avec Robert De Niro, mais c'est une des meilleures scènes que j'avais vues depuis longtemps. Parce que tu te retrouves vraiment déjà dans l'univers un petit peu de Batman, même si on crache un peu sur ce film, parce que bah, Bah, c'est Crash, pas il a fait complètement 1 milliard de Batman. dollars, je crois. Enfin, Ouais. c'est un carton Moi, j'ai eu monumental. Hein. beaucoup d'échos négatifs par rapport à ce film, et pourtant je trouve la prestation de Joaquin Phoenix Ouais, Il y a vraiment plusieurs pas choses. Ouais, voilà, qu'on aime ou pas le film, il a des qualités. C'est que je pense. Ouais, Joaquin Phoenix est incroyable. Après, Joaquin Ouais. Phoenix, il est incroyable dans tout. Hein. Oui, c'est un super C'est acteur. un donc, super acteur. Il est dingue. Après, je peux comprendre que oui, certes. Par exemple, un des trucs que je trouvais intéressant dans le Dark Knight, un autre film que je sais que tu aimes bien. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles, mais le Joker dedans. Plusieurs fois, on lui demande d'où viennent Ouais. ses blessures. Et Et il lui, à raconte chaque fois, il invente une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire, oui. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que ça laissait la place pour le spectateur pour de se dire, le mec est complètement taré parce qu'il ment à tout le monde. Mm. Il n'a pas vraiment d'origine. Et après, toi, tu pouvais projeter dessus, du coup, ton imagination te dire, ok, Comment il a on fait ça ne sait pas d'où vient le mal, on sait pas. Tu vois. Mm. Le Joker, le film de Joker, c'est une autre approche. C'est voilà ce qui s'est passé. Ouais. Est-ce que après, c'est toi ou pas, si tu trouves ça intéressant ou pas, mais oui, c'est clair que. Bah, moi, j'aime beaucoup Batman depuis longtemps, Oui, mais oui. là, je me suis laissé complètement prendre au jeu, et le film a marché en tout cas sur moi. C'est vrai qu'il est. Et puis cette façon de rire qu'il a, qui est très Et bizarre. tout le long du film, il y a une espèce de pression, de tension latente, et en même temps, tu sens le mec très maladroit, hyper triste, parce que c'est quand même un film très triste aussi. Enfin, Bah, c'est un homme seul, hein. c'est vraiment pas gay comme film. Ouais. C'est juste un mec profondément seul Ouais. Et qui. il le joue très très bien, ça quand même. Ouais. C'est... On est dans un autre registre, là. On sort Mais du comique, mais. du coup, si t'aimes bien ça, de Joker, il y a deux choses qu'il faudrait que tu vois. Déjà, Joaquin Phoenix, peu de temps avant The Joker, il a fait un film. Alors, attends, je te retrouve le nom tout de suite. Voilà. You Were Never Really Here, Ok. qui date de 2017, donc tu vois, un an ou deux avant The Joker, où il joue pareil un mec un peu seul qui parle pas et qui est D'accord. assez violent aussi. Et que c'est dingue, sa performance elle est dingue. Alors, Et, j'ai pas je vu te ça, conseille, ouais. c'est un peu de Joker sans tout l'aspect Batman. Mais c'est un peu le Ouais. même. C'est D'accord. un mec qui va être amené à faire des choses extrêmement violentes. C'est brutal, c'est glauque, c'est dur, mais c'est vraiment bien. Donc si t'aimes bien Joaquin Phoenix et que t'aimes bien, Ouais, carrément. faut juste pas. C'est pas le truc que tu dis Oui. tiens chérie, on va regarder ça, Un on va se petit marrer. film, C'est ultra triste et violent et tout ce que tu veux. Ouais. Mais pareil, comme The Joker, relation compliquée avec sa mère et tout, Mm. c'est super intéressant. Bah, dans le genre, est-ce que tu as vu le dernier film Vendredi 13 avec Jason? Euh, Attends, je confonds avec. C'est un vendredi très. Non, j'ai pas Tu vu. sais, c'est l'espèce de Ouais, non, je vois bien, tueur mais, en série dans Je un pense- jardin. C'est lequel, celui avec. Merde, avec Jamie Lee Curtis, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non. Là, non, c'est j'ai- vraiment. Non, j'ai pas vu. Il n'y a pas de face connu en plus dans le casting. Et puis c'est un petit peu American Pie version film d'horreur maintenant, tu vois.
J'ai regardé ça Ouais. récemment Et ça t'a plu? pas du tout. Ah! Pas du tout. Et pourquoi tu me dis? Alors, du coup, c'est que... Parce que justement, c'est ça, c'est horrible, quoi. Enfin, c'est un enchaînement de trucs un peu durs, un peu glauques, et que c'est le Ah genre oui. de film que tu regardes pas le soir, où t'es pas très bien dans tes pompes, quoi. Ouais, ouais. Et il y a, Mais je recommande pas du tout ce film. Je le par dis. contre, pour le coup, que je te recommande, si t'aimes bien, du coup, si t'as vu The Joker, parce que je sais pas si t'es au courant, mais quand le Joker est sorti, beaucoup de gens ont dit que c'était clairement un hommage... Alors, le chien vient de faire son apparition. Iggy Très bien. en... Pour ceux qui nous écoutent, il y a Iggy, le chien de la maison qui vient de rentrer Voilà. dans la pièce, qui veut participer au podcast. Il voulait parler un petit peu. Ouais, en fait, le mec qui a réalisé The Joker, Ouais. Todd Phillips, il aime beaucoup Scorsese, tu vois. Et Comme donc, lui. c'est un hommage à... Il y a plein d'aspects de The Joker qui sont des hommages directs ou indirects à Scorsese. Et Ok. notamment, Robert De Niro, il a fait un film avec Scorsese en 82 qui s'appelle The King of Comedy, Ouais. où il joue un comédien raté qui veut... un comique raté, donc un peu comme... D'accord. qui veut absolument passer à la télé et qui va prendre en otage un présentateur télé. D'accord, ok. Voilà. Ah Et, ouais. c'est... Donc si tu l'as pas vu, ça vaut le coup de le voir parce que Ah c'est bah oui, oui, pour le coup, ouais. et l'influence de ce film sur Le Joker. ok. Joker, elle est forte. Ça et Taxi Driver un peu aussi Oui, pour le bah, côté Taxi Driver. Paris, New York glauque des années 70 quoi. Ouais. Donc ouais, top. Ok. Ah ouais, ouais, bah la dernière scène, tu sens monter le truc, tu sens venir le truc et tu De comprends toute façon, pas ça peut pourquoi, pas se terminer bien. Hein. tu comprends pas pourquoi il le laisse intervenir. Et apparemment, il ferait une suite et ça, je suis un peu sceptique. Pas sceptique, mais je me demande comment ils vont faire parce que Une suite? ouais, il a fait tellement d'argent. Ouais, mais à la fin du film, il est enfermé, le mec. Ouais, mais il peut se libérer. Hein. Alors non, la dernière scène, il court. Hein. Il est pas enfermé. Hein. Tu te rappelles pas, la dernière scène, au ralenti, il tue un garde et il... Ah, il se sauve de... Exact. Tu sais, c'est au Ah ralenti, oui, il avance oui, dans le oui. couloir. Là. Exact. Ouais, ouais. Ah, j'avais oublié ça. Le Ouais. problème, c'est que je sais pas comment tu as vécu ça, mais dans le film, dans celui-là, pour moi, il est beaucoup trop malade mental. Il est beaucoup trop instable pour être capable ensuite, genre dans un autre film, de diriger une équipe de gangsters et d'organiser un plan, parce qu'il est complètement instable, il est fou, quoi. Tu vois, il est... Ouais, mais tu retrouves un peu ça dans le Dark Knight aussi. Ouais, mais moi, quand même. Dans le Dark... Alors oui, clairement, il est pas stable. Il est pas stable du Mais tout. en même temps, il est quand même... Et sa il est motivation... montré comme un chef d'équipe, on va dire, quoi. Ouais, 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 mais sa motivation première, c'est quand même Le chaos, ouais. de tout exploser, quoi, de tout faire péter. Ouais. Ouais. Mais ce qui n'est pas le cas de Joker dans The Joker. Bah, ouais. C'est en fait, si tu prends du recul sur le film, tout lui arrive un peu par hasard à Joaquin Phoenix. Ah ouais, ouais. Il se fait agresser dans le métro, il se fait tabasser par la gamme au début, mais lui, au départ, il veut pas être... Non, et puis il est comédien dans sa tête. Il est comédien dans sa humoriste, tête. Toute la révolution qui se passe autour de lui, c'est pas lui qui l'a créé en plus. Les mecs qui s'approprient son image et son truc, mais lui, au départ, ouais. c'est pas lui qui crée tout ça. Il y a pas de projet derrière tout ça. Lui, il est complètement... c'est malgré lui, en fait. Ouais, ouais. Mais il met quand même la ville à feu et à sang avec Ouais. son intervention. Oui, bien sûr, mais Peut-être que c'est... ça part de là après, parce qu'il est quand même armé, et puis là, tu sens qu'il y a une envie de faire le mal quand même. Ah bah, ouais, il fait- Ça peut prendre des années peut-être à Ouais, se mettre ouais. en place, monter une Ouais, ça. équipe et tout, mais après il tue la majorité de ces gars en permanence. Oui. À chaque intervention, il n'y a plus personne. Ça, c'était choquant aussi dans le Dark Knight, de tuer tout le monde à chaque fois. Donc voilà, ça c'était pour le cinéma. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à Ouais, Moonlight? juste pour ceux qui n'ont pas vu ACDC aux abattoirs de Et Paris alors, en 79, c'est vraiment un mention film. honorable. Ouais. Parce que même si c'est un concert, ça a été filmé. Non, c'est vrai que la performance elle est dingue, c'est bien filmé. C'est comme un vrai film. Il y a une équipe de tournage vraiment qui a fait un travail magnifique sur ce Ouais, c'est moment de ce groupe-là. En plus, cette ils ont époque-là. chopé le groupe au bon moment avec Bon Scott. Ah ouais, c'est vraiment le bon moment, je pense, pour faire ça. Et Et puis puis, cette Angus, liste, quoi. elle est incroyable. Cette liste elle est incroyable, c'est vrai. Et puis le son des... Parce que à CDC, c'est important comment sonnent les guitares sur scène. Et à chaque tournée, ils ont eu des sons différents, tu vois. Ouais. Et là, c'est encore un peu le son bien sec, brutal. Là, c'est vraiment. C'est quoi, c'est 79? 79, ouais. Ouais, donc c'est vraiment Highway to encore Hell, le début, ouais. Vraiment le bonne période, quoi. Ouais, là, c'est les amplis à fond, il n'y a rien d'autre. Et ouais, ça joue bien parce que les mecs sont en tournée depuis 3-4 ans. C'est vraiment bien en place, quoi. Donc, Puis tu vois les fesses d'Angus Young. Et puis en plus, Angus, Il est sur striptease à l'époque. il baisse son froc encore aujourd'hui, hein, mais là, il le fait bien. Ouais. Là, il le fait Non, vraiment super bien. concert, ouais, c'est vrai. Ouais, il y a une énergie. Et puis tu vois, là, le chanteur, il avait même fait, je sais pas, il a mon âge aujourd'hui. Enfin, à l'époque, sur la vidéo, c'est incroyable la vie de ces mecs-là, quoi. Ah ouais, l'énergie. Ouais. Moi, ce qui me fascine toujours quand je regarde les concerts d'ACDC de l'époque, c'est l'énergie qu'Angus Young a sur scène. Parce que
Malcolm et puis, comment il s'appelle Bah, tu as Cliff Williams à Cliff la basse. Williams, voilà, ils sont statiques sur le côté, tu vois. Ouais. Mais Angus Young, il fait 50 km par concert, quoi. Ah ouais, ouais. C'est- Ah ouais, c'est incroyable. L'énergie du mec. Et il rate pas une note et il joue 3000 notes à la seconde. Ouais, Ouais, et puis c'est pas hors propos, c'est pas un Non. spectacle Ah non, 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 il fait pas du remplissage en faisant ça, le mec il est vraiment bon. Ouais, Et ACDC, quoi. j'ai lu récemment parce qu'il parle un petit peu d'un prochain album ou d'un truc et il interview, Ok. il fait pas mal d'interviews et il racontait les tout débuts et apparemment c'était quand même, je savais pas ça, mais un groupe qui a eu du mal au début avec les premiers concerts. À quel niveau en termes de jeu tu... Non, en termes de, ça finissait toujours en bagarre, enfin, c'était vraiment le bordel. C'était dur de finir un concert. Parce que les mecs dans la salle se Les foutaient mecs sur la gueule. ouais, un peu comme les Stones au début quand Ouais, ils arrivaient dans une dans les ville. pubs ou dans les... Ouais. Et je savais pas qu'il y avait eu cette période-là. Moi j'ai cru. Enfin, Ah, en j'ai fait, connu, quand tu documentes beaucoup sur l'ambiance des concerts à l'époque, c'est souvent que ça vient, la notion de violence ouais. dans les années 60. Mais en Angleterre aussi, Ouais. tu vois. Bah, les mecs derrière basse batterie, ils ont la réputation d'être des mecs qui castagnaient, qui aimaient bien se castagner aussi. Donc je Eux-mêmes, pense que ouais, ça vient ouais. de là un petit peu aussi, tu vois. Mais Angus Young, il est passé devant moi au Virgin Megastore des Champs, il fait 1m49, je crois. Il est tout Enfin, petit, il est ouais, tout petit, ouais. tu vois. 1m59, je crois. Ah, t'imagines au début, ouais, ça devait être des concerts dans des arrière-salles de pubs pourris de Ouais, ou Melbourne, ou je des sais pas d'où ils lycées, étaient. des universités. Et Avec que des mecs bourrés. que des mecs qui voulaient se battre, tu vois, ou se foutre Ouais. sur la gueule. Et eux, ils jouaient une musique plus qu'énervée ou plus Ah, en plus, il y a qu'agressive. une musique de rageux. Donc, ouais. Donc du coup, Qui parle de cul, qui parle de meuf, qui parle de baston aussi, d'ailleurs. ouais. Ouais. Donc il y a eu ce côté-là que je connaissais pas et j'ai découvert ça récemment. Ouais. Ouais, ouais. Même si je pense qu'un mec comme Bruce Malcolm, son frère, c'était déjà une star et tout, donc je pense pas que lui, il était du genre. Il n'était pas privilégié, mais bon, il a grandi dans un environnement lui-même où c'était pas forcément roots, quoi. Non, Parce ça que va. il s'est connu, enfin, il racontait que lui, quand il était à la maison, ado avec sa guitare, il y avait des fans qui venaient frapper à sa porte pour son frère. Parce que pour ceux qui ne savent pas, son grand frère, c'était Le grand frère, ouais. il jouait dans les. Comment il s'appelait Easy Beats. les Easy Beats, qui Ouais, était ouais, un peu enfin, un groupe de rock très connu à l'époque en Australie, quoi. Donc il y avait déjà du showbiz dans la famille avant que. Ouais, puis c'est surtout ces mecs-là qui ont produit ACDC Ouais, la après. grosse majorité de leur carrière. Et du coup, on comprend mieux d'où vient ce son et cette empreinte. Même s'il y a un côté beaucoup moins pop dans la CDC, quoi. Eux, Ah oui, ils ont ouais. toujours gardé le côté blues rock basique. Ouais, mais quand il réfléchit, parce que c'est hyper dur de faire sonner de manière authentique de guitare basse batterie. Ouais, bien Surtout sûr. dans cette période où il y a eu énormément de choses de faites déjà avec ce support-là. Bah, si c'est un groupe qui a réussi, c'est eux. Et eux, Faire ils ça. ont réussi à sortir quelque chose de. Non, parce que les Easy Beats, c'est beaucoup plus pop, tu vois, c'est beaucoup plus Beatles, c'est beaucoup plus Ah oui, oui. orchestral. Ouais, ouais. Ouais, il y a du blues, hein, mais. C'est juste avant quand même en termes Ah, de. c'est les 60s, hein, donc. Ouais. C'est pas le même son. Ouais. Ouais. Non, bah, top, bonne idée, mention honorable sur. Donc, c'est le live aux abattoirs de 79. Voilà. Je sais même pas s'il existe Ah, s'il a si, été si, réédité en maintenant, il est DVD. sur YouTube, tu peux Ah, le top. regarder. Yes, Ouais, de ouais. la CDC. Bon, bah, top. Donc, ceci conclut notre chapitre sur le cinéma, même si on a beaucoup parlé musique au final. Et du coup, est-ce qu'on. Ouais, on va parler livres maintenant, parce qu'on gardera la musique pour la fin. Ouais. Euh, Ouais. Ben, Qu'est-ce que tu as choisi comme livre J'ai choisi un Ou est-ce que tu veux me raconter l'histoire que j'essaie de deviner, voir si je vais avoir. Ouh, bon, là, c'est facile, parce que c'est un livre Ah, que vas-y. je crois que tu connais bien. Ah, vas-y. C'est l'histoire d'une femme qui a fait un enfant quasiment toute seule. Et on va suivre en fait la vie de cette femme et de ce garçon qui va devenir un adulte et qui va devenir comme sa mère à un moment dans sa vie, qui va devenir écrivain. Et je connais bien. Attends, je suis pas bon, mais. Ouais. Et c'est quelque chose que j'ai moi lu sur le tard parce que tout le monde m'en parlait et tout le monde l'avait déjà lu. Et je m'attendais pas du tout à ça. Il y a plein de trucs dans le bouquin qui m'ont Ouais, vas-y, donne-moi le nom. vraiment interpellé. Ouais. Le monde selon Garp. Ah, Le Monde selon Garp. Ouais, putain, je l'ai lu il y a longtemps. Parce que nos parents, ils sont fans de. Merde. De l'écrivain. Ah, John Irving, ouais. De John Irving. Ouais. Mm. Donc, j'ai lu Le Monde selon Garp. Ouais, surtout notre mère qui est fan. Ouais. Ouais. Ah, c'était ça. Tu vois, je l'ai lu, mais j'avais 16-17 ans. Donc Ouais. Bah, tu vois, je trouve que c'est Et pas du tout adapté à un gamin de 16 ans. Ouais, ouais, ouais. Bah, Par c'était exemple. des films des livres très adultes, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Je trouve. Et autant tu vois pas forcément le truc venir, autant d'un chapitre à l'autre, tu passes une séquence à une autre. Et ça m'a un petit peu perturbé au début, parce qu'il parle de choses qui sont vraiment adultes pour le coup, et des relations entre les gens, ou Et du des coup, situations entre les gens. La vue le personnage à travers lequel tu lis le bouquin, c'est le fils. Ouais. C'est quoi donc ça raconte l'histoire de la famille, ça raconte. Ça raconte sa vie à lui. Bon, c'est une vie complètement absurde, hein, parce que la mère, elle fait un enfant à un militaire qui est en train de mourir.
Euh, Elle a jamais voulu être dépendante d'un mec ou d'avoir un mec dans sa vie, et elle va devenir l'espèce de porte-parole des femmes aux États-Unis. D'accord. Est-ce qu'elle va sortir un best-seller qui va cartonner et elle n'est pas du tout écrivaine, elle a juste raconté sa vie, ça a vraiment Ok. marché, mais du coup ça a généré énormément de choses autour de cette femme qui a un petit peu libéré la parole, notamment des gens à genre différent, je sais pas comment je pourrais le dire autrement, mais ou qui ont une sexualité un petit peu Ok. différente, Les gens, les queer, tous ces trucs les gays ou les je sais pas. Ouais, ok. Ah, top. un petit Ah, peu délaissés ou un petit peu mis à part. Ouais. Et elle devient, malgré elle, une espèce de soutien moral. Alors les gens viennent chez elle, enfin, ça brasse énormément de monde, mais du coup, ça n'a rien à voir avec le fait que lui veuille devenir écrivain. Lui, il est tout petit. Il va devenir sportif au niveau. Enfin, et en fait, il va choisir l'écriture par amour. Par amour. Par amour, ouais. Ok. Il rencontre une jeune fille dans ses périodes d'études. Et la seule chose qui pourrait la faire un petit peu venir à lui, c'est que lui soit un jour écrivain. Et donc il va se mettre ça en tête. Il Il va... fait pas de la. Parce qu'il n'y a pas une récurrence dans ces bouquins à Irving, c'est la lutte, Lui, non? il fait de la lutte. C'est Ouais. ça, il fait de la lutte. Ouais. Il fait de la lutte. Je me rappelle, il y a deux choses, il y a les ours et la Ouais. lutte. C'est ça, hein? Parce qu'ils sont un peu les Là, trucs. il n'y a pas Là, il n'y a pas d'ours dans celui-là. Non, non, pas encore en tout cas. Ok. Mais, Il fait de la lutte, ok. mais ouais, il peut à un moment devenir lutteur professionnel ou baser ses études là-dessus, et puis il décide de ne pas le faire, donc il part en voyage avec sa mère en Europe. D'accord. Il va commencer à écrire des choses, mais pas beaucoup, il écrit très peu, et elle, son best-seller, il est en train d'arriver, quoi. Elle pose toute sa vie pendant cette année à Vienne, je crois, qu'il part à Vienne pendant un an. Il rentre aux États-Unis, et puis bah, là, c'est un changement de vie complètement radical pour elle et pour lui. Et lui va devenir le mari de cette femme qui est professeur en université, parce qu'il a réussi à écrire un truc qui l'a complètement chamboulé. Enfin, il a vraiment écrit ça par amour, et ça l'a un petit peu transformé. Ok. Mais c'est marrant parce qu'il a il a ce côté un peu, pas loser, mais presque, parce qu'en fait c'est un mec qui aura jamais vraiment travaillé, c'est un mec qui a jamais vraiment... il vit au crochet de sa mère, puis après il vit au crochet de sa femme. Le premier bouquin se vend bien, mais c'est voilà, c'est pas non plus... Ouais. Le deuxième, c'est un flop total. Donc tu suis un petit peu la carrière d'un écrivain qui... Tu sens qu'il peut pas faire autre chose, il peut pas faire autrement, mais que c'est pas sa priorité dans la vie. Il continue à faire énormément de sport, il continue à... Et alors en fait, moi ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est la relation, parce que bon, je vais pas raconter le bouquin, mais c'est sa relation aux femmes et sa relation à la famille, parce qu'il va devenir père, il va rencontrer des gens dans sa vie, il va y avoir des relations entre les adultes, sa relation avec sa femme, c'est très intéressant je trouve. Et c'est des choses que je m'imaginais pas, moi, appréhender par écrit, et Ok. que j'imaginais absolument pas adapter à un gamin de 14 ans, tu vois, au collège. Ouais. Bah, c'est vrai que moi je l'ai lu à l'époque parce que mes parents ils m'en parlaient, tu vois, mais Mm. je pense qu'il y a beaucoup de choses qui me sont passées au-dessus de la tête parce que quand t'as 15-16 ans, t'as pas vécu Ah ouais. grand-chose encore humainement, tu vois. Enfin, t'as pas eu de longues histoires avec des femmes ou d'enfants. Non. Ça va être cool de la relire, ouais. Puis il y a Le des choses souvenir que très j'ai, c'est crues, plus une sensation de. Je sais pas si c'est justifié, mais pas de tristesse, mais c'est souvent assez mélancolique, j'ai l'impression. Un petit peu, ouais. Ouais, parce Ah, qu'en plus, on parle pas de sujets très, très faciles. Hein. Ouais, c'est rarement On des parle thèmes de- légers, ouais. Ouais, on parle de choses très dures. Hein. Et c'est très, très bien écrit, hein, ça, pour le coup, voilà. Mais ça remue. Moi, c'est un des rares bouquins Ah, qui ça t'a m'a... touché, Ah ouais, tu vois. Plusieurs fois, je le pose et je me dis, putain, je vais attendre un peu, là. Je vais réfléchir. Ça fait C'est- réfléchir. C'est la beauté de la littérature, hein, quand c'est Mm. bien. Aussi, parce que moi, je suis sensible aux relations entre les hommes et les femmes, ou même les relations de ce genre-là, tu vois. Bah, je sais que ça parle pas forcément à tout le monde, mais moi, en tout cas, j'ai appris des choses et puis j'ai lu des choses que j'avais en tête que j'arrivais pas forcément à exprimer. Et lui, il met des mots dessus précis, quoi. Ouais, Ouais. exactement, sur des situations. Et c'est là que tu te sens un petit peu moins seul aussi, parce que tu te dis que si ce bouquin il a été écrit et que c'est écrit dans ce bouquin, des gens ont peut-être Ça. vécu des choses similaires à ce que toi tu n'arrivais pas à comprendre dans ton vécu. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc je trouve que c'est le bon moment de le lire, parce que j'aurais pu le lire comme vous il y a 15 ans, et en fait je l'ai lu il n'y a pas si longtemps Ouais, que c'est ça. une très bonne idée. Très bonne, donc, Le Monde selon Garp par John Irving. Ouais. Faudrait que je le relise. Je sais qu'il y en a plusieurs de lui. Hotel New Hampshire. Enfin, il y en a- Ouais. Je crois qu'ils sont tous bien. J'en avais lu 3 ou 4 à l'époque, tu vois, mais c'est vrai que c'était. Comme je ne les ai jamais relus, j'ai pas vraiment de. J'ai un vague souvenir plus de la sensation que j'avais en les lisant que Ouais. des histoires réellement, tu vois. Ouais. Mais, Ouais, puis c'est des pavés, hein, il se passe plein de choses, il y a plusieurs étapes, plusieurs périodes de vie, enfin, c'est vrai que Ouais. c'est assez conséquent, mais c'est hyper enrichissant en fait. dans un autre genre,
bon, il y a un aspect horreur, donc qui n'est pas du tout comme John Irving, mais l'année dernière, j'ai lu Le cimetière des animaux de Stephen King. Mm. Et donc oui, il y a un aspect horreur si on veut, mais en fait, le bouquin, il est beaucoup plus axé sur sur la famille, les relations dans la famille, et ça m'a beaucoup touché aussi, parce que je pense à ça, à ce que tu dis sur ressentir des choses et ne pas être forcément être capable toujours de les verbaliser, de lire un bouquin qui fait ah ouais, putain, il y a quelqu'un qui pense exactement ce que moi je pensais, mais j'arrivais pas moi à le mettre en. Ouais, qui a vécu quelque chose de similaire et qui arrive à l'expliquer. Et le cimetière des animaux, c'est ça que j'ai ressenti aussi, D'accord. sur un père qui aime sa famille, mais qui en même temps est perturbé, qu'est-ce que c'est que le vouloir des enfants, les assumer ou pas, enfin, t'as plein de trucs intéressants, tu vois. Ouais. Ou vieillir avec une femme, avec la même femme, et qu'est-ce que le temps qui passe provoque sur la relation, des trucs comme ça. Ouais. Non, mais ça, c'est la force encore une fois, de la littérature. Pareil, l'année dernière, j'ai relu, pour le coup, j'avais lu quand j'avais 16 ans, et c'est un bon âge pour le lire, parce que le protagoniste, il a 16 ans, c'est La Trappe-Cœur. Je sais pas si tu l'as lu, de Sonny Bier. Je l'ai relu l'année dernière, et c'est trop bien, parce que bon, maintenant, je suis un homme, tu vois, mais donc j'ai la distance par rapport à mon adolescence, mais en relisant le bouquin, tu replonges dans. Ah ouais, c'est marrant parce que ouais, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Après, voilà, c'est une question de sensibilité, mais il est tellement. Ce que je trouve balèze avec ce bouquin, c'est que le gamin est tellement paumé que c'est bien montré. Tu vois, il est vraiment perdu, quoi. Je sais pas si tu te rappelles un peu, il erre dans ce week-end à New York, il sait pas trop. Et il a du mal à. Un truc tout bête, mais quand il parle avec les gens, il a toujours du mal à se concentrer sur ce qu'on lui dit. C'est tout con, mais il a toujours son cerveau qui part, qui va ailleurs, quoi. Plein de petits détails comme ça, tu vois, que je trouve intéressants. Je fais le lien avec un bouquin pareil que j'ai eu du mal à lire parce qu'on m'en avait beaucoup parlé, mais qu'au final je ne me suis pas retrouvé dedans. C'est Sur la route de Kerouac. Ah, ouais. Et on m'a dit à l'époque que c'était un livre qui était très typé, qui était très rattaché à une époque justement, parce que c'était nouveau, parce que ça n'existait pas forcément, ce style d'écriture. Et alors peut-être que ça a moins bien vieilli que certains. De toute façon, c'est un peu comme même la musique ou les choses, les œuvres considérées comme des classiques. Après, le principal, c'est pas tant pour toi de te dire c'est des classiques, c'est d'y être exposé. Et est-ce que tu en tires quelque chose ou pas, tu vois. Voilà, c'est ça. Moi, je connais des gens qui détestent les Beatles, tu vois. Ouais, moi j'en connais pas, mais. Non, il y a des gens qui aiment pas. Encore il y a 3 jours, il y a un peu de moi, j'ai jamais réussi à accrocher, mais. Et je comprends, pourquoi pas, tu vois. Okay. Mais parce qu'ils ont écouté. Ouais. Et ils se disent, on en a tellement parlé, c'est les Beatles, ça me touche pas, tu vois. Mais c'est la beauté de l'art, c'est que tu sais pas pourquoi ça a touché. Ça va toucher toi ou au contraire te laisser indifférent. Le principal, c'est de toi avoir ton opinion. Tu vois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise opinion. Donc, mais je peux comprendre que La Trappe-Cœur soit pas, tu vois, par exemple, pour toi. C'est l'effet que ça m'a fait. Ouais, je l'ai lu et je me suis dit, soit c'est peut-être moi ou c'est peut-être un peu daté. Parce que et puis il y a aussi des moments où tu t'exposais à une œuvre et tu t'es pas touché, puis tu la relis 10 ans plus tard, tu es bouleversé. Ou l'inverse, tu vois. Ouais. Ou un truc que tu as trouvé génial et tu le revois 10 ans plus tard, qu'est-ce que j'ai trouvé bien dedans. Ouais. Ça c'est peut-être pour la conversation d'après, mais tu me connais suffisamment pour savoir que dans la musique ça m'arrive souvent d'écouter un truc une première fois, de trouver ça génial. Pour ceux qui ne connaissent pas Antoine, mais dès qu'il écoute un album il a tendance à me dire ça, non ça j'aime pas. Et puis après, 6 mois plus tard il adore. Il tourne en boucle pendant des années, et à l'inverse quand je trouve une chanson super, d'emblée très vit ça me perturbe et ça marche pas aussi bien. Ouais. Et pour clôturer notre discussion sur la littérature, est-ce que tu as envie de faire une mention honorable à un autre bouquin? Est-ce qu'il y a un bouquin depuis que tu es adolescent vers lequel tu reviens? Ou que tu relis de temps en temps, ou que tu as lu plusieurs fois Parce que du coup, Le Monde selon Garp, tu l'as lu plusieurs fois? Non. Donc tu es en train de le lire là? Ouais, je l'ai fini là, je suis en train de l'analyser. Donc là tu l'as fini récemment et tu l'as analysé, ok. Tu as lu d'autres bouquins de John Irving? Pas encore, non. Okay. Non, moi je suis pas... peut-être moins sensible à ce support-là, tu vois, la littérature. Oui, je sais. Ouais, mais... Et si, le bouquin qui m'a un petit peu... C'est... Ah merde. Comment il s'appelle? Je te redirai. Mais c'est Voltaire. Ah, Candide ou... Non, tu sais que tu suis le... Merde. C'est La vie de Voltaire, je crois que j'avais lu. Ok. Une biographie? Ouais. Écrite par lui? Non, écrite par... Quelqu'un qui a écrit un bouquin sur Voltaire. Sur lui, ouais. Ok. Et puis la vie de Chopin aussi. J'ai trouvé ça génial. Ouais. Ah, c'est ça que tu m'en avais parlé quand tu l'avais lu. Voltaire, si j'ai pas de conseil à te donner, mais si j'en ai qu'un, c'est lis Voltaire. Vraiment, si. Ouais. Pour le coup, Voltaire, ce qui est intéressant avec lui, c'est que, évidemment, ça a été écrit il y a longtemps, mais l'humour qu'il a et la façon de voir le monde est tellement intemporel, stylistiquement, ça n'aurait pas pu être écrit aujourd'hui parce qu'il n'écrit pas comme maintenant. Non.
mais ça reste C'est ça qui est hyper moderne, quoi. très agréable, je trouve, C'est, aussi, quoi. Ah oui, c'est sûr. Et, Ah ouais, tu voyages par le... En plus, c'est notre langue. Voltaire, il écrivait dans la même langue que nous. ouais, ouais, Donc nous, quand c'est une vie incroyable, quoi. Mais ouais. Ok, cool. Top. Ça, c'était cool, ouais. Et donc, du coup, pour clôturer notre discussion sur l'art de manière générale, on va revenir à ce dont on parlait au début, la musique. Et alors, pareil, tiens, on va continuer. Tu vas me faire deviner l'album. Comment tu peux me faire deviner un album? Alors, la donc, question l'idée, était compliquée de choisir déjà un album. Oui, bah oui. Il y a quand même beaucoup de choses que j'aime dans la musique. Mais il y a un album, effectivement, qui a été enregistré. Ça, c'est facile, tu vas trouver tout de suite, mais qui a été enregistré entre Noël et Nouvel An dans un club qui n'existe plus, je crois, aux États-Unis. Ok. Par un mec dont on a parlé un petit peu plus tôt dans la conversation, qui à cette époque-là jouait avec 2 autres musiciens, mais c'était pas son groupe le plus qu'il a fait connaître. En fait, il a été exposé mondialement avec une première formation, et puis là, il se retrouve avec deux musiciens. Jimi Hendrix. Ouais. C'est le live. Le Band of Gypsies au film. Donc là, c'est Band of Gypsies au film. Ouais. Ok. Ça, c'est un album. Autant je sais qu'il est génial cet album, mais j'aurais pas pensé que tu allais choisir ça, mais génial. Ah ouais. C'est marrant parce que tu es la deuxième personne dans mes interviews qui choisit un live. Ouais. J'avais le choix entre, j'allais dire AC/DC et Donington, parce que c'est un album qui m'a vraiment suivi, mais bon, AC/DC, j'en parle un peu trop, je pense. Mais le live de Fillmore, je me souviens la première fois où je l'ai compris, ce disque, en fait. Le jour où je l'ai écouté pour la première fois et j'ai compris ce qui se passait. Et j'avais 14 ans, je crois, 15 ans. On était dans une maison de campagne chez mon pote. Et je me souviens être assis là, tu vois, et le maître vraiment comprendre, quoi, tu vois, voir la musique. C'est la première fois que ça m'a fait ça. Voir la musique, quoi. Mais ça veut dire que tu avais tellement, toi, commencé à pratiquer Hendrix, jouer j'avais un le instrument blues, dans les mains depuis un moment. Ouais, et donc tu comprenais ce que lui disait. Et là, j'ai vu ce qu'il faisait en écoutant, et j'ai compris plein de trucs ce jour-là. Ouais. Et ça reste un des meilleurs lives que j'écoute d'ailleurs, qui revient régulièrement. Tu continues à l'écouter de temps en temps, bien sûr. Parce que ça reste une influence quand même aujourd'hui, même pour les musiciens plus jeunes. C'est quand même un album très particulier, quoi. C'est sur beaucoup de jams, des morceaux assez longs. C'est un moment où les concerts, les gens étaient à moitié sur scène avec le public. Enfin, il y a vraiment une harmonie que tu peux sentir. Vraiment. C'est intéressant que tu parles de celui-là, parce qu'en plus, on en a déjà parlé, mais j'ai toujours considéré qu'il y avait une occasion ratée avec Hendrix, ou en tout cas, parce que c'est certainement le plus grand ou l'un des plus grands. Et ce pourquoi il est connu, c'était... les albums studio qu'il a fait sont très bien, mais il a toujours fait ça avec des mecs qui n'étaient pas à son niveau. Pour moi, Mitch Mitchell ou Al Redding, alors que Band of Gypsies, là, tu as des gars qui jouent. Et lui, je trouve qu'il joue mieux. C'est plus cohérent. C'est plus cohérent. Aussi, parce qu'il y a un background commun aussi. C'est des Afro-Américains qui viennent de la même... Je pense. Je sais pas, il y a une espèce de communion d'esprit dans ces lives qu'il n'y a jamais eu avec le Jimi Hendrix Experience. Que j'aimais bien, j'aime beaucoup, j'aime bien les lives. Ouais, puis sans critiquer. C'est pas une question de critiquer, mais c'est juste que. L'un ni l'autre, il y a toujours eu pour moi une très grande différence entre la musique des Noirs américains et des Blancs américains. Oui, ou même des. Voilà, et encore, c'est des Blancs européens. Et je me suis un petit peu. Je suis un petit peu revenu sur cet avis-là quand j'ai compris que les musiciens de studio des années 60, c'était des Blancs majoritairement qui jouaient sur les albums avec des chanteurs noirs. Ah, ça dépend, la soul, c'est quand même beaucoup de. Tu regardes Sam and Dave, je suis tombé sur une vidéo de Sam and Dave en tournée. Je sais plus, en 66 ou 67. Et c'est que des blancs derrière eux. Ouais. Non, bien sûr. Ah, mais oui, de toute façon, après, la musique, c'est pas une question de couleur, c'est juste que. Il y a quand même. Mais je pense quand même qu'il y a une vibe différente. Enfin, ça, c'est indéniable. Mais en tout cas, si on veut rester d'un point de vue strictement musical, je pense qu'il y a une espèce de stabilité de rythmique derrière lui, dans Band of Gypsies. C'est un mec beaucoup plus solide, qui fait que lui, peu importe dans quoi il part, parce que Hendrix, il partait quand même, comme tu l'as dit. Dans des improvisations qui pouvaient durer. Si tu l'arrêtais pas, il pouvait faire un solo pendant 1h30. Lui. Mais il savait qu'à n'importe quel moment, il pouvait se retourner et retomber sur ses pattes avec les mecs qu'il avait derrière lui. Quoi. Ça groove vraiment. Ça groove. En fait, ça groove, c'est très funky. Quoi. C'est très funky. Il avait rarement, avec Redding et Mitchell, il n'avait pas ça. Il n'y avait pas ce côté funky groove. Il y avait même l'effet inverse, c'est tendance à se perdre dans des jams un peu absurdes, foireuses, où tu sens que les mecs déjà ils sont un peu à côté de leur pont. C'est ça. Et tu sais pas trop où ça veut. Alors que là, même ces solos, ils sont hyper. Ils vont à l'essentiel, même si encore une fois, c'est des solos qui durent 5-6 minutes parfois. Mais tu sens qu'il est posé avec sa gratte et que ça tourne. Quoi. Il parle à ce moment-là. Et quand tu es guitariste, c'est vrai qu'il y a un moment où tu comprends ce qu'il veut dire, en fait, tu comprends ce qu'il fait. Quoi. Et ça, c'est une sensation incroyable. Et puis en plus, on a de la chance parce que la version restaurée avec les morceaux. Parce que
Quand il est sorti à l'époque, c'était une version tronquée du concert. Il n'y avait que 8 morceaux, je crois. Ouais. Quand il est ressorti après, ils nous ont rajouté d'autres morceaux. Donc on a deux chances, c'est qu'on a la version presque totale des concerts. Et en plus, je ne sais pas qui est l'ingé son de l'époque, mais bravo, quoi. Parce que les mecs, ils l'ont enregistré. Alors, ça a été bien restauré. Mais le travail d'enregistrement ce soir-là, ou ces soirs-là, parce qu'il a fait plusieurs concerts, c'est la soirée du Nouvel An, je crois. Il a fait deux concerts avant le Nouvel An. Ouais. C'est super bien enregistré, quoi. T'entends bien la basse, t'entends bien la guitare, t'entends bien l'autre, parce qu'il n'y a pas que lui qui chante, il y a l'autre qui chante, comment il s'appelle Alors la deuxième voix, je sais pas qui est. C'est machin, enfin c'est son groupe. Ah putain. Alors dis-moi, le bassiste ou le. C'est le bassiste. C'est Billy Cox. C'est Billy Cox, voilà. D'accord. Je ne vais pas dire de conneries, mais oui, c'est ça. Et c'est super bien enregistré, quoi. Donc t'entends très bien tout. Ah oui, c'est vrai, c'est lui qui fait la voix. D'accord. Ouais, c'est Billy. Ouais. Non, moi, il y a un album studio qui m'a marqué et que je réécoute avec, avec plaisir aujourd'hui, alors que le groupe, dans la continuité de ces groupes qui deviennent méga stars et tout, se perdent un peu. Je trouve que les albums d'après, c'est pas ça, mais c'est Kasabian, le troisième album, que je trouve, pareil, j'ai toujours pas réussi à m'en remettre. C'est comme un film, ce bouquin, en fait, ce disque, pardon. Ah ouais, Kasabian. C'est West Rider, Lunatic Asylum, là. Exactement. Ouais. C'est un de mes albums préférés de tous les temps. Ouais. Celui-là, il est magique, pareil. Tu le mets, et puis il se passe... mais il est tellement différent de tout que ça sonne très Kasabian, et en même temps, ça sonne comme personne. Ça sonne même pas comme Kasabian. Non, c'est vraiment... Je sais pas ce qui s'est passé. Je trouve. Hein. Et tu connais l'origine de l'inspiration pour ça? C'est que Serge Piazorno, là, je ne sais pas comment on dit son nom de famille, mais le leader du groupe qui compose tout, le guitariste, il était défoncé un jour chez lui, et c'était genre 3-4 heures du matin, il était devant la télé. Et je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais il est tombé sur un documentaire sur un asile, qui est sur le West Rider Asylum, là, tu vois. D'accord. Et il a laissé son cerveau divaguer, il a dit si je faisais une musique, comme si c'était une musique faite par je crois, les malades de cet asile. Et tu vois, il y a une ambiance, c'est vrai qu'il y a un son, il y a un truc un peu chelou dans ce... Chaque morceau est très différent de celui d'avant, de celui d'après. Ouais, la prod, elle est incroyable. La prod est super, mais c'est vraiment très original comme approche de la pop, en plus à ce moment-là, parce qu'on ne faisait pas trop ça à l'époque. Ouais, c'est vrai. Et c'est ce qui les a mis, je pense, bien au devant de la scène. Depuis, il n'y a pas grand monde qui a fait un truc comme similaire. Même eux, en fait, j'ai envie de dire, l'album d'après, j'ai pas réussi à accrocher. Ah ouais. Là, j'ai vu qu'ils faisaient un truc. Moi, j'aime bien tous leurs albums, mais c'est vrai que celui-là, il est à part. Quoi. Même si je pense que tu devrais les réécouter ceux d'après, ils valent le coup quand même. Mais celui-là, il est... il y a un truc intemporel et puis je trouve intergénérationnel aussi. Quoi. Enfin, c'est vraiment... il est bizarre et dans le bon sens du terme. C'est quelque chose qui te fait travailler l'esprit. Il n'y a pas longtemps, j'étais en voiture avec un pote et j'avais branché mon iPhone sur son enceinte, tu vois. Et j'avais lancé ma musique au hasard, en shuffle. Ouais. Et il y avait justement un morceau, je crois que c'est le deuxième morceau de l'album, comment il s'appelle, Love, tu sais... le deuxième morceau de l'album, là... Ah oui, c'est ça, Love, Ah. Bref, il surgit le morceau, je sais pas si tu te rappelles comment il commence, ça fonce, tu vois. Et mon pote, il connaît pas Kasabian, tu vois. Il conduisait, il me fait c'est quoi ce truc? Et il était ouf. Ah oui, la batterie, elle est... Parce qu'en plus, j'avais mis bien fort la musique, et il me fait c'est quoi ce truc, quoi? Je sais pas, c'est Kasabian, mec. Il fait ouais et tout, il fait attends, je connais pas. Et attends, mais je vais retrouver le nom de la chanson, parce que ça va me... Et c'est vrai que c'est... Donc l'album, c'est West Rider Pauper Lunatic Asylum. Voilà. Bon, prononcé à la française. Hein. West Rider Pauper Lunatic Asylum. Et la chanson dont je te parle, Where Did All the Love Go? Ouais, c'est ça. Avec les violons qui arrivent et tout. Ah ouais, puis tout, la prod, elle est... La prod, elle est incroyable. La prod, le son, il y a des riffs de guitare qui sont improbables, qui sont géniaux. La compo, elle est super aussi, mais la prod... Et puis la voix du chanteur, il y a... Et lui, il en fait pas trop. Tu sens qu'il n'est pas encore arrivé au stade où il a une caricature un peu de lui-même, tu vois, parce que... Le live que j'ai vu récemment de eux, t'as l'impression que il est passé un petit peu à côté de l'essentiel quand même. Ah ouais. Je sais pas, moi je l'ai vu il y a 1 an ou 2 en Zénith, c'était ouf quand même, une ambiance. Parce que comme sur scène, si vous avez l'occasion de le voir, honnêtement, allez les voir quoi. Si un jour on revient sur scène, si un jour il y a de nouveau des concerts, la pandémie nous laisse revenir sur scène un jour. Et non, c'est un super groupe avec Kasabian. Et dessus, il y a Vlad the Impaler, putain, qui est ouf. Non, mais tout. Secret Alphabet, Fire. Il n'y a pas un morceau à jeter. C'est vrai que t'as raison, comme t'as dit, tu peux lancer le premier morceau à la fin dans l'ordre. Tout fait sens, quoi. C'est une réussite. Les ballades, les morceaux violents, les morceaux sombres, les morceaux joyeux. Un peu club aussi, il y a des petits. Un peu club, il y a une phase un peu électro. Il y a vraiment de tout sur ce truc. Je dirais même. Bon, après, on est en France, c'est un peu particulier, mais
déjà, Kasabian reste un groupe sous-estimé en France, pas très connu. Mm. Ils ont leurs fans, hein. Ils remplissent le Zénith, mais ils sont pas super. Moi, autour de moi, je parle de Kasabian, personne ne connaît. Ils sont pas très. Ou À personne part, n'écoute. Foot Club ou je sais plus quoi. Ouais, voilà, c'est ça, qui ont été dans des jeux de foot sur Ouais. PS5, PS4, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais sinon, les gens connaissent pas. Et cet album, clairement, il est pas. Je pense que dans les discussions sur les meilleurs albums de rock des 15 dernières années, personne ne parle de cet album, tu vois. Mm. Et pour moi, c'est un des meilleurs. Quoi. Ouais. Et pour finir quand même sur un classique de la famille, c'est toujours pour moi Standing on the Shoulder of Giants. Ah yes, de Oasis. Parce que ça reste un album que j'écoute encore aujourd'hui et à chaque fois que je le mets, je prends une claque dans la gueule, quoi. J'adore cet album. C'est marrant parce que J'adore Oasis, ça c'est un secret pour Oasis, c'est personne. Oasis quand même. Mais, Ouais, voilà, pour être donner un petit peu de background sur la famille, dans notre famille, tous les frères, c'est un peu obligatoire d'être. Fan d'Oasis. Oasis, c'est une sorte de religion non officielle dans la famille. Voilà, on n'est pas très religion, mais Oasis quand même. Mais on est Oasis, quoi. Voilà. Et c'est marrant parce que les fans d'Oasis, souvent, ils adulent les deux premiers albums, évidemment, comme Morning Glory et Definitely Maybe. Chacun a son avis sur Be Here Now, t'aimes ou pas, mais Standing, c'est rarement le plus. Parce qu'ils sont. Toi, t'étais petit, mais quand il est sorti à l'époque, moi j'avais 19 ans, il s'est fait défoncer, quoi. Mais je comprends pas. Parce que... Le single est super, les ballades sont mais super. attends, t'as pas moi à me convaincre. Les chansons de Noël sont. La voix de Liam, elle a rarement sonné aussi bien. La prod, elle est un peu électro. Parce que c'est la première fois qu'ils font appel à un mec producteur électronique un peu. C'est Mike Stent. Ouais. En fait, c'est un album qui existe en complète opposition, en réaction à celui d'avant, à Be Here Now, qui est une espèce de surenchère sur les riffs, sur la guitare. Si t'écoutes au casque Be Here Now, c'est bien, mais le mur du son, il est fatigant. Alors là, il y a pratiquement, c'est très léger, pas léger, mais c'est très dépouillé comme prod, quoi. Même s'il y a des morceaux incroyables sur celui d'avant. Moi j'adore Be Here Now, mais c'est deux choses très différentes, effectivement, t'as raison. Dans la même lignée que celui de Kasabian, tu vois, c'est un album que je peux mettre. Je mets la première chanson et puis il défile. Il est vraiment. Et pareil, à l'apéro, en soirée avec les potes ou un peu fort, tard le soir, ça fonctionne. Quand tu le mets pour les gens, ils aiment bien. Ils ne connaissent pas l'album, mais tu le mets, ils vont dire c'est bien, c'est quoi, c'est Oasis. Franchement, parce que les gens connaissent Wonderwall d'Oasis globalement. Et de toute façon, on fait écouter un truc un peu différent. Sur la discographie d'Oasis, il y a tellement de choses que les gens ne connaissent pas qu'ils devraient connaître. Non, mais ça, c'est plutôt la bonne surprise. Et puis le dernier album, Dig Out, c'est qui est toujours aussi. Mais pour revenir sur Standing, en plus, là, c'est pas du tout une vérité ou c'est juste mon opinion personnelle. En tant que fan de la voix de Liam Gallagher, la dernière chanson de l'album, Roll It Over, c'est certainement, peut-être pas la meilleure, mais une des meilleures performances vocales de Liam. Comment il chante sur le refrain, mais d'où elle sort cette voix, quoi. Puis l'album est magnifiquement produit. Moi, je trouve, ça reste un classique. C'est le premier album où tu as... t'as une vraie section rythmique quand même. Ce que j'appelle moi une vraie section rythmique, c'est que la guitare. ils n'ont pas beaucoup joué dessus parce que c'est surtout le Noël, parce qu'ils sont arrivés pour la tournée, mais ils n'ont pas fait l'album. C'est pendant cet album-là que Bonnet et Googie sont partis, quoi. Donc c'est surtout Noël qui a fait avec le producteur. Mais Noël faisait la basse, il a fait la plupart des choses. D'accord. C'est intéressant ça. Et ça, après, c'est un autre débat, mais c'est l'aspect sous-estimé des compétences de Noël Gallagher, qui est producteur, qui joue de la batterie, de la basse. Moi, j'en suis convaincu. Toi, tu sais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un mec multi-talent, quoi. Ouais, bien sûr. On va pas débattre de ça, mais parce qu'après, Andy Bell et Jim Archer, ils ont vraiment pris l'ownership musical sur sur Isn't Chemistry, sur l'album d'après. Là, pour le coup, ils apportent des chansons, ils jouent et ils font tout, quoi. Ils sont là avec lui, quoi. Ils composent aussi, alors. Bien sûr, sur Isn't Chemistry, ils ont composé. Ouais, parce que cet album, il sonne un peu moins fat dans l'esprit Oasis, mais il est super aussi. Pour moi, il n'y a pas de mauvais album d'Oasis, mais tu as raison de citer Standing dans le sens où il est vraiment à part. Moi, je dirais pour une chose, déjà, c'est le son. Le son est vraiment très moderne, même maintenant, il pourrait sortir maintenant. Le son fait moderne. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les albums d'Oasis, tu vois, Mirna, ou qui sont très datés, 90s. Il pourrait passer à la radio. Definitely Maybe, c'est un classique, mais ça sonne, quand tu réécoutes maintenant, ça sonne tellement rock des années 90 c'est comme à un fond. album de Nirvana aujourd'hui. Exactement, c'est vraiment ça. Et c'est pas une critique, mais c'est juste c'est le son de l'époque, quoi. C'est le son de l'époque, Alors que l'espèce de rondeur, de basse un peu électro de Standing, c'est vrai qu'on arrive dans un truc moderne. Puis de toute façon, il y a des classiques d'Oasis dessus, Go Let It Out. Little James. Little James. Gas Panic. Ces trucs-là, Gas Panic que Liam Gallagher joue encore maintenant sur scène. Donc je l'ai vu en février, là, il l'a joué, c'était ouf. Mais non, très bon. Très bonne. Ça, c'est plutôt.
si on veut en connaître un petit peu sur moi, déjà écouter ces 3-4 disques, tu vas comprendre des choses Et assez rapidement. Ouais. du coup, juste pour clôturer, c'est quoi ton album studio de la CDC, si tu devais l'équivalent de standing, si tu devais recommander un ACDC? Bah, moi, je suis ingé C'est plus son, Led producteur. Derby Rock ou Power Edge ou Du coup, Back in Black ou, non, la prod qui me fascine toujours encore aujourd'hui parce qu'elle est vraiment assumée, mais que ça sonne pour moi super bien, c'est For Those About to Rock. Ça, c'est Ok. la prod 80s, c'est hyper 80s, Ah oui. grosse batterie, il y a de la reverb et tout, mais c'est pas cheap, quoi. Et j'aime bien faire mon soundcheck avec ça, déjà parce que ça met les groupes dans un bon mood, tu vois, en général. Je vois pas un groupe d'étrangers qui m'a dit c'est quoi Tu le mets dans la je salle. le mets dans la salle, Yes. je fais un petit peu Alors mon que ça, si écoute. tu mets Power Edge ou Led Derby Rock, c'est extraordinaire, mais c'est violent, quoi. C'est plus violent, déjà Ouais. c'est plus rough, ça c'est plus direct. Et puis il n'y avait pas le savoir-faire, je pense, du groupe en tant que groupe à l'époque, autant qu'en 82 ou en 83, où là tu sens que les mecs. Parce que For Those About to Rock, c'est quelle année? C'est quoi? C'est avant. 82, je crois, ou 83, ouais. C'est encore avec. C'est juste après Back in Black. Ah ouais, donc c'est l'album c'est avec d'après. Brian Johnson. C'est Brian Johnson, ouais. Ok. Ouais. Parce que j'ai réécouté il n'y a pas longtemps le Back in Black, du coup, et c'est vrai que sur la durée de tout l'album, d'une traite, il est dur faut se le prendre dans la gueule quand même. Ça reste un classique, il n'y a que des classiques dessus, mais sinon, tu as raison, mon album fétiche d'ACDC, c'est Power Age. C'est le premier album d'ACDC que j'ai eu quand j'étais petit, et voilà. Ça reste avec les super chansons, c'est très pour moi, bluesy, très rock. Les 5-6 premières années de la CDC, c'est. Ah bah oui, il y a plein de trucs. C'est intouchable, quoi. Il y a plein de trucs. Mais ça peut être le bordel, ça peut être voulu crade aussi. Tu vois, je pense à Led Derby Rock. C'est vraiment moi, je pense que moi, je citerais les Derby Rock pour la brutalité du truc. Ouais, quand tu les enceintes. La première chanson, c'est le rock. C'est le rock'n'roll. C'est le rock'n'roll. Et Power Edge, il y a un côté un peu FM que j'adore parce que j'adore la radio et efficace, tu vois, dans la prod. Mais c'est d'ailleurs une chose qui est rarement mentionnée. Et on peut dire la même chose pour Oasis, mais. Parce que j'ai des gens autour de moi qui me disent mais bon, c'est sympa, mais comment tu fais pour vraiment kiffer? Ils ont fait la même chanson pendant 40 ans. Ils ont fait la même chose pendant 40 ans. Alors, oui, mais non. Oui, évidemment qu'ils ont fait la même chose pendant 40 ans, c'est du rock, basse, guitare, batterie. Mais quand tu écoutes chaque album, et que tu analyses vraiment le son de chaque album, il se renouvelle à chaque fois en fait. Bien sûr. Ah, bah ouais. De manière, l'orchestration, la prod, enfin c'est... Bah ouais, puis avec 3 accords, on peut jouer 45 rythmes. Puis comment il s'appelle celui des années 2000, la Ice machin, Black Ice, ouais. Le son. Bah, tu as presque l'impression que c'est pas le même groupe, tellement c'est différent de Bien sûr. Power Edge ou ça n'a rien à voir, quoi. Et Black Ice, ça reste un super album aussi, quoi. C'est un super album. À Rock or Bust avec des featuring un peu, voilà. Ah non mais c'est vrai. Chacun a sa vision du truc, mais le dernier très très bon album de la CDC, c'est Black Ice, c'est récent. Je trouve, même la compo, où il y a des riffs de guitare, il y a des morceaux rock. Après, il faut aimer le rock, c'est toujours pareil. Il faut être sensible un petit peu à tout ça, mais. Si t'écoutes que Miles Davis, je peux comprendre que. Voilà. Et c'est marrant parce que, pour parler de disco comme ça, réévalué, récemment je me suis créé une playlist sur Apple Music avec toute la discographie solo de Keith Richards et la discographie solo de Mick Jagger, que j'avais jamais vraiment exploré à fond. Et ben en fait, ça tourne, quoi. Il y a des trucs bien. Ah ouais. Bah déjà, si t'aimes les Stones, tu te rends compte de l'apport qu'avec Keith Richards dans les Stones, parce qu'en solo, t'as l'impression d'entendre les Stones, quoi. Et c'est lui qui chante, du coup? Ouais, c'est lui qui chante. Ouais. Ok. Mais c'est surtout, je veux dire, sur l'aspect musical, tu vois, c'est un fan de reggae, c'est un fan de plein de choses, donc vraiment, ça joue, c'est cool. Vrai, ça. Et il n'est pas encore trop vieux et trop incompétent, c'est les années 80, donc ça joue bien, tu vois. Ouais. Et Mick Jagger, c'est juste pour la... Il y a vraiment un aspect, si t'aimes sa voix, ça passe, quoi. Parce qu'il y a quand même plein de bonnes chansons rock ou disco cool, quoi. Après voilà, je dis pas que ça atteint les sommets de ce qu'ont fait les Stones ensemble à la fin des années 60, début des années 70, mais en fait ce que je veux dire c'est que quand ils étaient en studio, ces mecs, ils avaient quand même tendance à produire des bonnes choses, quoi. Enfin, en tout cas être sérieux par rapport à leur taf, quoi. Bien sûr. Mais même, jamais, tu vois, on a écouté la chanson qu'ils ont sortie pendant le confinement. J'étais content de l'entendre, ça joue. Bon, c'est les Stones récents, mais ça fait vraiment plaisir, quoi. C'est pas des mecs qui font les choses à la légère, quoi. C'est ça que je trouve assez respectable, quoi. Ah non, bah ça, il n'y a pas de... On triche pas, quoi. Et c'est un peu ça que la CDC a fait, c'est la question en soin apporté à la prod, à la richesse de... Bien sûr. Puis on passe pas trop de temps dans les magazines ou à la télé, on est là pour faire de la musique, on tourne, on fait des concerts de fou, ça dure 2h30. Moi je l'ai vu la dernière fois, Papy, là, je sais pas quel âge, il a joué 2h30. C'est ça. L'année dernière, j'ai vu Paul McCartney sur scène, pareil, 2h30. Il court partout. Le mec, il a quand même presque 80 ans. Paul McCartney. C'est n'importe quoi. Et il est là, ouais. Et il joue. Il joue de la basse, il joue de la gratte, il chante, il joue du piano, il rigole avec le public. Ouais. C'est n'importe quoi. Et ça fait plaisir. Ah ouais, c'est vraiment...
respectables, quoi, tu vois, qui sont musiciens avant d'être stars, quoi. Bah, Ils sont ouais, d'abord je musiciens, pense- c'est leur passion, Je quoi. pense que c'est hyper important, même si aujourd'hui, ce serait peut-être plus compliqué de faire une carrière complètement sans l'aspect visuel Oui, et oui. marketé par les médias. Mais Bah, après, même les Beatles, une des grandes forces des Beatles au départ, c'est le visuel aussi, c'est que très vite ils ont envoyé des clips dans le monde entier, c'est eux qui ont un peu ouais, créé cette image, tu vois. bah ouais. Mais ouais, ouais. Bon, bah top. Top, bah, merci Bon, pour tous ces faut échanges. pas en faire trop, ce sera le petit mot de la fin. Mais... Bah, pour finir, juste quelques petites questions rapides. Alors ouais, t'as des questions à me poser. Ouais. Encore une fois, pas besoin de développer, c'est juste, Ouais, ouais. tu sors instinctivement. Dans quel univers cinématographique irais-tu vivre définitivement si tu avais le choix? Bah, alors ça va pas me ressembler trop, mais je suis un peu en train de devenir fan de Star Wars. Ok, yes. Et j'ai... Donc tu te verrais bien vivre dans je, un Star Wars. je me verrais bien T'as une planète essayer de triper avec les Ewoks dans la forêt, ou avec, tu vois, je trouvais ça cool. Ou même j'aime beaucoup l'univers des sables, Yes. d'où vient Luke, en fait, je crois, au départ. à Tatooine? Ouais. Mais t'as vu des films Et je crois que lesquels? je les ai tous vus, quoi. Ok. J'ai vu les... Tu les as revus récemment? 6 et 7, 8, 9. J'ai fini par, tu sais, la fille Ouais. Ray, voilà, qui part à la... Ok, t'as bien aimé les nouveaux? Les derniers là? Je trouvais ça super. Ouais, Vraiment. ok. Le tout dernier, il m'a vraiment choqué, quoi. L'acteur qui joue le compagnon de Ray, là, le méchant, enfin, tu vois, le rival, c'est son frère, je crois, ou son... Je sais plus exactement. Merde, c'est. Oh là là. C'est le fils de Han Solo. Tu The sais. Rise of Skywalker. Ouais, ouais, c'est Kylo Ren, Ouais. par Adam Driver. Lui, il m'a vraiment... Ouais, j'aime bien, c'est un bon acteur. Ouais. il m'a interpellé, comme on dit. Top. Et l'univers, après, ouais. Ok, donc Star Wars. C'est vrai que ça me ressemble peut-être pas trop, mais j'ai trouvé ça Non, mais. génial. Alors, un mauvais film, genre un navet, que tu aimes quand même, toi. Que généralement les gens considèrent comme un film pourri, mais que toi, quand tu vois, ça te fait marrer. Waouh, alors ça c'est une question compliquée. Bah alors là je sais pas trop quoi te dire. Ah, Bah alors il faut que je sois complètement transparent et honnête. Moi je suis plutôt bon public. Donc, ouais, j'ai pas bah, tendance à trouver Ouais, non, mais t'inquiète. que le film. Alors soit le film est mauvais et dans ces cas-là je prends pas vraiment de plaisir à le regarder donc je le regarde pas. Mais enfin je vais pas au bout ou je le regarde pas une deuxième fois. Mais la dernière fois que je me suis dit ça, c'était donc le film dont je te parlais tout à l'heure, le Vendredi 13, Ok. Nouvelle Génération. T'as aimé le regarder, quoi. J'ai aimé le regarder, mais je trouvais ça nul. Mais nul. Enfin, T'as tu passé vois, un bon moment, mais le film était pas bon, quoi. pas du tout. Ouais. Et c'est ouais, non, vraiment mais ce que c'est je me ça. suis dit en le regardant. Je me suis dit, putain, heureusement que je suis pas payé pour le voir. C'est mauvais. Et puis, tu vois, c'est très léger, mais dans le mauvais sens. C'est léger comme une comédie américaine pour les ados, où, enfin, tu vois, tire sur mon doigt, ce genre de blague. Yes. Et j'ai trouvé ça mauvais. Mais tu t'es marré. Et Enfin, en tout cas, t'as. les scènes d'action et tout sont plutôt bien faites. Ouais. Et puis le personnage, le méchant, est quand même très charismatique, mais ça s'arrête là, il n'y a pas grand chose en fait dans le film. ACDC ou Oasis? Non, je ne peux pas faire. Parce que les gens ils font Beatles ou Stone en général, donc j'ai dit non. Non, moi, s'il y a bien un mec à qui tu peux pas demander de choisir, c'est moi, parce qu'il y a les deux. C'est comme si tu demandais ton enfant préféré. Il y a les deux, voilà. Ouais, il y aura Yes. toujours les deux d'ailleurs. Gibson ou Fender? Gibson. Gibson. Même Juste. si je que des télécasters à la maison. Ouais, c'est vrai. T'as eu longtemps une Gibson, non? Moi, je l'ai toujours au studio. toujours, ouais. C'est ma guitare préférée. Dernier livre lu. Donc, est-ce que c'est du coup le. Bah, c'est Le Monde selon Garp. Le Monde selon Garp, Et ok. enfin, le dernier, ce sera Les Misérables, du coup. Mais tu l'as commencé? Ouais. Ah, yes. Je fais un petit back and forth, tu vois. J'essaie de... Bah, on en parlera quand tu l'auras lu, tu vois, mais bon, moi, c'est mon livre préféré, mais Ouais. je peux comprendre que ça. Bah, c'est gros, quoi. Donc, déjà. Ouais, puis je te dis, ce que je pensais pas devoir faire avec Le Monde selon Garp, c'est des fois de m'arrêter, le poser, sûr. Ah, tu oui, vois, oui. parce que j'ai pas envie d'aller trop vite et pour ingurgiter les infos et puis Yes. tu vois, je préfère prendre le temps, donc c'est très bien d'alterner. Et enfin, rien à voir, mais c'est quoi ton quand tu discutes avec les gens par SMS, si tu les utilises, ton emoji préféré? Ah, c'est l'emoji avec la petite couronne sur la tête, tu sais. Yes. Ok. Parce que je suis un gros fan de Dragon Ball Z, hein, pour ceux qui ne savent pas. Mais dans l'imaginaire de Dragon Ball Z, c'est que quand tu vas au ciel, ton enveloppe corporelle existe toujours, donc tu peux quand même communiquer avec les êtres humains, mais tu as une auréole sur la tête.
Et ça veut dire que tu es une bonne personne. Parce que Ok. Donc ça, tu le mets de temps en temps enfin, tu le mets je souvent le dans mets tes- beaucoup, ouais. J'aime bien. Ça veut dire que soit tout va bien, tout s'est bien passé, soit que c'est plutôt clean, quoi. Voilà. Top. Ok, cool. Ouais. Du coup, je résume spontanément. Donc, Boogie Night, Ouais. Voilà. Band of Gypsies. Donc, Boogie Night par Paul Thomas Anderson avec Mark Wahlberg. Mm. Band of Gypsies, qui est donc un live de 1900. C'est de Nouvel An 69-70. Ouais. C'est ça, hein, Je crois que c'est ça. au Fillmore. Ouais. East. Donc, c'est Humoriste. c'est l'East. Non, c'est à l'ouest. C'est à l'ouest. Je crois. Hein. C'est l'Ouest. Bon, enfin, en tout cas, c'est aux ouais. États-Unis. Au Nouvel An, c'est le live de Jimi Hendrix au Nouvel An 70. Merde, Et le monde. et Le Monde selon Garp de John Irving. Ouais. Voilà les choix de. C'est un petit clin d'œil à la Anton. famille. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux juste clôturer le podcast en disant où on peut te trouver en ligne? Est-ce que tu as une adresse particulière? Est-ce que... Alors, faut pas confondre, il y a un mec qui s'appelle Anton Jefferson qui fait de la capoeira taïwanaise, je crois. C'est pas toi? C'est pas moi. Ok. Sinon, si tu tapes Anton Jefferson sur les réseaux ou Sur YouTube, Anton, A-N-T-O-N, A-N-T-O-N, plus loin, J-E-2-F-E-R-S-O-N. comme le président américain, tu tombes sur moi. Ouais. Ok, top. Avec deux facettes, ce que je fais et ce que je proposerai, j'espère prochainement en concert ou en live avec des musiciens. Et puis l'aspect un petit peu plus musique instrumentale et un petit peu plus voilà, personnel, on va dire. Top. Merci. À bientôt. À bientôt. Et c'est ainsi que se conclut le 3e épisode de L'Ombre d'un goût. Merci à Anton pour sa disponibilité et ses choix intéressants et variés. Comme mentionné lors de l'épisode, Anton est mon frère. Mais au-delà de ça, Anton est réellement et sincèrement un artiste talentueux. Je vous conseille vivement d'aller jeter une oreille à son travail. Si vous aimez le rock et l'électronique avec un soupçon de psychédélisme, vous devriez y trouver votre compte. Cherchez son nom dans SoundCloud. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à liker et commenter sur Apple Podcast. J'ai aussi un compte Instagram, cherchez l'ombre d'un goût. Pour finir, je vous laisse avec Anton qui a gentiment accepté de lire la première page du Monde selon Garp. Enjoy! L'hôpital Mercy de Boston. La mère de Garp, Jenny Field, fut arrêtée en 1942 à Boston pour avoir blessé un homme dans un cinéma. Cela se passait peu de temps après le bombardement de Pearl Harbor par les Japonais, et les gens manifestaient une grande tolérance envers les militaires, parce que brusquement tout le monde était militaire. Mais Jenny Field, pour sa part, restait inébranlable dans l'intolérance que lui inspirait la conduite des hommes en général et des militaires en particulier. Dans le cinéma, elle avait dû changer 3 fois de place. Mais le soldat s'étant chaque fois rapproché un peu plus, elle avait fini par se retrouver le dos contre le mur moisi, avec entre elle et l'écran un stupide pilier qui lui bouchait pratiquement la vue. Aussi avait-elle pris la décision de ne plus bouger. Le soldat, quant à lui, se déplaça une nouvelle fois et vint s'asseoir près d'elle. Jenny avait 22 ans. Elle avait plaqué l'université peu après avoir commencé ses études, puis était entrée dans une école d'infirmière où elle avait terminé première de sa classe. Elle était heureuse d'être infirmière. C'était une jeune femme à l'allure athlétique et aux joues perpétuellement enluminées. Elle avait des cheveux noirs illustrés et ce que sa mère appelait une démarche virile. Elle balançait les bras en marchant. Sa croupe et ses hanches étaient si fermes et si sveltes. De dos, elle ressemblait à un jeune garçon. Jenny estimait pour sa part qu'elle avait les seins beaucoup trop gros. Son buste provoquant lui donnait selon elle l'air d'une fille facile et vulgaire. Il n'en était rien de tel.